Enfin, mon premier potager se termine. Et quand je dis premier potager, je parle de celui sur notre nouveau terrain. Sinon, ça fait le 5e que je crée. Ce premier potager sur la cuve de récupération d'eau de pluie doit me permettre d'expérimenter des conditions proches du hors-sol. Alors bien que le sol de ce potager ne soit pas totalement déconnecté du sol global, il y a seulement 50 cm d'épaisseur avant de toucher la dalle béton. Et c'est pas 50 cm de bonne terre, mais c'est plutôt 50 cm d'argile tassée avec les engins. Des conditions très difficiles pour démarrer un potager. En gros, c'est collant et gluant quand il pleut et dur comme du caillou quand ça sèche. Rien que pour casser la croûte de surface, j'ai déjà fait quelques litres d'eau. Pourtant, c'est pas très grand en fait, ça fait seulement 35 mètres carrés. Et je n'imagine même pas devoir travailler ce sol pour le transformer en potager avec la culture des engrais verts et l'utilisation des paillages comme amendement. Il faudrait des années de labeur avant d'obtenir un sol potable. Alors, pour me simplifier la tâche, j'ai choisi d'établir un potager sans travail du sol. Du coup, j'ai choisi une méthode plutôt radicale. 20 cm de compost étalé sur l'argile. J'ai choisi cette méthode de jardinage pour les avantages suivants. En premier, comme je l'annonce dans le titre, de ne plus travailler le sol. Cet avantage est valable si vous étalez une couche d'au moins 20 cm. Si vous utilisez le compost en couche fine, la vie du sol finira par incorporer celui-ci dans la terre en dessous. Dans mon cas, je n'ai pas envie de voir cette terre avant qu'elle soit rendue fertile et facile à travailler par la vie du sol. Sur ce potager au-dessus de la cuve, je suis limité par l'épaisseur pour une question de charge sur la cuve. Sinon, c'est plutôt 30 cm de compost que j'étalerai. Avantage numéro 2, moins de désherbage. En recouvrant la terre d'origine avec 30 cm de compost, les graines en tout genre n'auront plus la capacité de germer par manque de lumière. Il n'y aura plus que quelques graines dispersées par les oiseaux et les insectes qui pourront de temps à autre germer dans le compost. Regardez comme ce semis de carottes est beau, juste des jeunes carottes en train de sortir gentiment de terre. Pas une mauvaise herbe. C'est l'avantage du compost des plateformes. Il est assaini par la montée en température. Du coup, les graines qui pourraient être présentes sont cuites par la chaleur. Troisièmement, un lit de semences idéal. Rien que cet avantage justifie l'utilisation du compost. C'est tellement agréable d'avoir une terre fine et non collante. Les semis s'en trouvent considérablement simplifiés et le taux de germination augmenté. Quatrièmement, une vie du sol bien nourrie. En apportant cette matière organique en surface, la vie du sol présente dans votre terre d'origine sera nourrie pour longtemps. Elle pourra se développer et accélérer les processus qui rendront finalement votre terre fertile. Cinquièmement, moins de travail et d'entretien. Plus de terre à retourner, moins de désherbage, des semis simplifiés et une vie du sol boostée. De quoi rendre la vie du jardinier plus facile. Alors c'est tellement facile que je n'ai pas installé mes traditionnels carrés de potager. Mais non, en fait, j'ai pas opté pour les carrés de potager sur la cuve pour des questions de poids et d'espace. Je ne veux pas perdre le moins de centimètres carrés avec les allées. Pour mettre en œuvre ce potager, le plus difficile, ça fut de casser la croûte de surface et d'apporter le compost. Le dessus de la cuve est difficilement accessible par mon petit tracteur. Du coup, il a fallu jouer de la pelle et de la brouette. Alors tiens, juste au passage, parce qu'il m'arrive de voir des gens pelleter le compost. Si vous voulez pelleter longtemps sans trop vous fatiguer, il faut pousser la pelle avec le dessus de votre genou et pas avec les bras. Vous avez le bon mouvement à partir du moment que vous pouvez pelleter d'une main. Et si vous voulez vous fatiguer encore moins avec le compost, ne faites pas comme moi. Utilisez une fourche à cailloux et prenez soin de vos manches. En préparant ce potager, j'ai cassé 2 manches, dont celui de ma grelinette. Tout ça parce que je ne pense pas à les rentrer à chaque fois que je les utilise. Du coup, les manches prennent l'humidité et résistent moins bien dans le temps. Je ferme la parenthèse des conseils à 2 francs. On est en euros, Pour en revenir au potager sur cuve et sur compost, j'avais déjà un peu expérimenté l'utilisation du compost en Normandie. Alors j'ai fait quelques semis sur compost dans mes carrés de potager. J'ai rempli mes planches de culture surélevées avec un mélange de terre du jardin et de compost. Et j'ai aménagé une grande partie du sol de la prairie avec un apport massif de compost. Mais toujours en mélangeant le compost avec la terre. Je n'ai jamais expérimenté le jardinage sur compost, c'est-à-dire de planter directement dans une couche de compost étalée directement sur le sol.
J'avais et j'ai encore un peu, je crois, un a priori sur le compost des plateformes de compostage. Il me paraissait nécessaire de mélanger le compost avec la terre pour premièrement refroidir ce compost encore fumant et deuxièmement pour mélanger l'argile de la terre et la matière organique du compost afin de faciliter la création d'un sol riche en humus. Seulement mélanger le compost et la terre a un inconvénient majeur, celui de polluer le compost avec les graines des indésirables présents dans le sol. Certes, au final, le sol qui en résulte est plus léger, plus facile à travailler, plus fertile. Mais toute cette fertilité sert principalement aux plantes sauvages, dont toujours plus rapides à se développer que nos légumes. Pour limiter le développement des mauvaises herbes, il est préférable de les laisser à l'obscurité sous la couche de compost. Cette fois-ci, j'ai donc décidé de dépasser cette sorte de blocage. Et alors je ne sais pas pourquoi, mais ça me paraissait impensable de faire pousser mes légumes directement dans le compost. Il y a encore beaucoup d'a priori sur ce compost, surtout quand il vient des plateformes de compostage de grande envergure. Beaucoup de jardiniers se demandent encore si c'est bio et si le compost n'est pas pollué par des produits chimiques, etc. Alors je les comprends, hein, car avant 2002, la législation sur le recyclage était plus souple et on pouvait trouver d'autres matériaux moins nobles que les déchets verts dans le compost. En utilisant le compost des plateformes de compostage, beaucoup de jardiniers imaginent encore étaler dans leur potager les restes de couches culottes du bébé. Les plus sceptiques pourraient se dire « moi j'ai pas confiance dans ce compost et je préfère utiliser le mien ». Seulement pour recouvrir un potager de 100 mètres carrés avec disons seulement 10 cm de compost, alors il faut 10 mètres cubes. Et pour moi, il n'y a pas d'autre choix que d'utiliser le compost des plateformes. Il serait bien trop difficile de vouloir produire soi-même tout ce compost nécessaire à la pratique de cette méthode de jardinage. Je pense que ce blocage est présent encore dans pas mal d'esprits, car mes voisins et les passants en voyant ce potager affichent une mine assez sceptique. Moi, ce qui m'a permis de franchir le pas, c'est la chaîne YouTube de Charles Dowding, qui cultive tout son potager sur compost. Pour le moment, j'ai encore peu de retours à vous faire sur les récoltes. Mais déjà, rien que sur les semis et sur la levée des graines, je dois dire que je suis agréablement surpris. C'est tellement agréable d'ouvrir un sillon au râteau, c'est tellement léger que l'on pourrait travailler exclusivement à la main pour semer et planter. Franchement, c'est le top des lits de semences, ce compost. Léger, facile à travailler, fin, idéal pour les petites graines, et qui retient l'humidité si vous ne le laissez pas sécher. Et on en arrive à un point important pour réussir ces semis sur le compost. Si comme moi vous vous faites livrer un camion de 20 mètres cubes, vous allez vite constater que le compost fume encore et si vous plongez la main dedans, c'est très chaud. Assez chaud pour cuire vos jeunes plants fraîchement repiqués. Pour planter dans du compost, il faut bien entendu que celui-ci ait terminé sa maturation. Mais dans le cas où les processus seraient toujours en cours, en étalant le compost sur votre sol, il va refroidir. C'est pour cette raison qu'avant de semer ou planter dans le compost, j'attends une bonne semaine. Au moment de planter, vous allez sentir en manipulant le compost s'il est encore chaud. Et s'il est froid, vous pouvez planter. Bref, en quelques jours, le compost va refroidir. Durant ce laps de temps, surveillez bien son niveau d'humidité. Ici, le mois d'avril a été froid et sec, et le compost séché à vue d'œil. Heureusement, j'avais déjà quelques réserves d'eau dans la cuve et j'ai pu arroser régulièrement. En arrosant, ne vous fiez pas à ce que vous voyez en surface, car vous pouvez croire que le compost est humide à son aspect, mais en grattant les premiers centimètres, vous constaterez que c'est très sec en dessous. Il faut humidifier jusqu'au sol d'origine, et ça peut consommer pas mal d'eau. C'est pour cette raison que je vous conseille de commencer ce genre de potager en automne. Le climat humide de l'automne se chargera d'arroser le compost pour vous. Et une fois bien humide, avec un bon paillage, le compost séchera beaucoup moins facilement. Ce qui est difficile, c'est d'humidifier un compost totalement sec, car l'eau glisse dessus et s'infiltre difficilement. Donc gardez à l'esprit, ne jamais laisser sécher le compost. Si vous me suivez, il y a quelques temps, j'ai publié une vidéo au sujet des déchets de scierie pour faire un potager. Je vais vous remettre le lien dans les fiches en haut à droite. Ce potager repose sur les mêmes principes que le potager sur compost. Seulement, à la place du compost, j'ai utilisé des déchets de scierie, des tonnes de déchets de scierie. J'ai durant l'hiver fait quelques semis pour voir si j'obtenais des résultats.
Voilà pour le moment ce que j'arrive à faire sortir de terre. Les pois ont l'air de bien apprécier ce substrat. Ils sont bien développés et bien verts. Les patates, quant à elles, commencent seulement à sortir, mais elles ont l'air plutôt en bonne santé. Quant aux oignons et l'ail, le résultat est plutôt plus mitigé. J'ai l'impression que ça a du mal à se développer, surtout les oignons. Et les feuilles un peu jaunes me font penser à une fin d'azote. J'ai fait aussi des semis de carottes, mais là c'est pas moi qui en a profité. Les limaces se sont chargées de la récolte. Heureusement, il en reste quelques-unes qui vont me permettre de suivre leur développement. Je regrette d'avoir aussi utilisé mes vieux sachets de graines pour les autres semis, car au final, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas levé. Je vais refaire d'autres semis pour enrichir cette expérience. Si je compare les deux potagers, je dirais pour le moment qu'il y a deux différences notables. Premièrement, c'est la qualité du lit de semences. Dans le potager des déchets, c'est pas simple de faire un sillon. On coince beaucoup avec les gros morceaux de bois encore présents. Il faudrait tamiser les déchets pour bien faire. Mais j'ai pas le courage de faire ça à la main. Je réfléchis à faire un tamis rotatif que je pourrais alimenter avec la mini-pelle. Mais c'est pas le sujet pour l'instant. Deuxièmement, c'est la levée des graines. Alors je dirais que je suis en train de créer une forêt de chênes sur ce potager. C'est fou de voir tous ces petits chênes en train de sortir de terre. Pour le moment, ils ne sont pas gênants, mais il faudra soit que je les élimine, soit que je les replante ailleurs. Les déchets de scierie se prêtent un peu moins bien à la création d'un potager, mais ces deux inconvénients, par rapport à l'utilisation du compost, sont compensés, je dirais, par le coût. D'un côté, les déchets sont gratuits, de l'autre, il faut dépenser 500 € pour le même volume. Ça fait 2 ans qu'on est installé en Aveyron, et c'est seulement maintenant que les premières surfaces de culture se dessinent. Alors, est-ce que vous voulez que je vous fasse une petite visite du terrain ? Vous avez déjà vu le potager sur cuve, qui est juste au pied de la maison. Vous avez vu le potager des déchets, qui est lui au point le plus haut du terrain, juste au-dessus des panneaux solaires. C'est une terrasse qui a été créée avec la technique du mur romain. Alors je dois encore rallonger cette surface l'hiver prochain, dans l'idée de pouvoir installer une serre bioclimatique. J'ai mon stock de rondins, il ne reste plus qu'à jouer de la mini-pelle et à se faire les bras pour empiler les rondins. Sous le potager sur cuve, il y a une seconde terrasse, avec le premier bassin de phytoépuration. Alors, je vous prépare une vidéo sur le sujet pour bientôt. Cette seconde terrasse sera aussi recouverte de compost, mais à la différence avec le potager au-dessus, c'est que je vais y installer des nouvelles planches de culture surélevées. Pour tenir la terrasse, je dois encore terminer une retenue de terre avec une autre technique que le Murus Gallicus maximus. Ici, il est question du Murus jardinus minimus. Bon, je déconne. C'est simplement des rondins enfoncés à la tarière. Cette technique est valable pour des hauteurs faibles, en dessous de 1 mètre. Sous le potager pour jardiner debout, il y a encore une terrasse, avec le second bassin de filtration de la phyto, et le bassin des truites. Sur cette terrasse, je compte expérimenter la culture dans l'eau, avec l'aquaponie et la phytoponie. Alors, cherchez pas ce mot, ça n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais tester la culture des légumes avec l'eau grise que l'on rejette de la maison. Enfin, grise. Plutôt gris foncé, on va dire, parce qu'il y a un peu du caca de bébé dedans encore. Nous, on utilise les toilettes sèches. Alors, surtout, ne dites à personne que je fais ça. Il paraît que c'est interdit. L'eau de la phyto rejetée ne doit pas être utilisée pour le potager. Sujet à suivre. Sous la terrasse des potagers Pony, une dernière terrasse où j'espère pouvoir installer ma serre tunnel. Les erreurs de débutants et d'autonomistes pressés, poussés par la peur de l'effondrement. J'ai commandé une serre tunnel de 16 mètres de long et de 5 mètres de large sans avoir pris le temps de regarder si j'avais bien la place pour l'installer. Dans une vidéo sur les panneaux solaires, je disais que trop d'argent pouvait nuire à un projet d'autonomie. En fait, c'est pas trop d'argent qui nuit, c'est la bêtise. Dans ces terrasses, je compte produire plus que ce qu'il faut pour notre consommation familiale en légumes. Et c'est ici que j'espère lancer mon activité de micro-maraîchage. L'idée est de produire beaucoup sur une petite surface et de concentrer les cultures. Il y a encore pas mal de travail pour finaliser toutes ces surfaces. Surtout qu'il a fallu faire de gros travaux pour stabiliser le terrain et pour les réseaux d'eau. D'ailleurs, en parlant d'eau,
Ça y est, on a bouclé la boucle autour de l'eau. L'eau du ciel est collectée par les gouttières, elle tombe dans la cuve, elle est pompée pour alimenter la maison et le jardin, puis repart dans un phyto pour être purifiée, pour finalement se jeter dans la mare. Et cette mare, encore une belle désillusion. Tout ce travail accompli pour essayer d'étancher les parois avec de l'argile. Tu parles. C'est des mètres d'épaisseur qu'il faudrait pour avoir une mare étanche avec de l'argile. Du coup, ce sera une bâche EPDM. C'est moins romantique, mais plus efficace. Le reste du terrain sera réservé à la production fruitière et aux champignons. Cette petite terrasse tout en bas du terrain, sous les chênes, servira à la culture des champignons. Mais comme c'est la partie la plus loin de la maison, pour l'instant la culture de champignons se fait dans la cave. Au-dessus de la mare, il y a encore beaucoup de terrasses aménagées, mais avec des techniques plus économiques que la maçonnerie. Cette première pente sera cultivée avec des artichauts. Les artichauts seront la base pour entretenir la fertilité de notre terrain. Si le sujet vous intéresse, j'ai écrit un article sur mon blog au sujet des artichauts. Après le champ d'artichauts est séparé par un petit chemin aménagé quand on est arrivé, il y a une dernière terrasse en cours de construction. Seulement, elle me pose quelques difficultés cette terrasse, car je dois la stabiliser en amont et en aval. Heureusement, j'ai une petite botte secrète. Ça sera l'objet d'une autre vidéo. Comme vous pouvez le constater, on a un terrain légèrement en pente. Une donnée à prendre en compte dans un projet d'autonomie. Les autonomistes romantiques que nous étions en achetant cette maison n'ont pas évalué l'impact de toutes ces pentes sur nos projets. Après, je ne dis pas qu'il n'y a que des inconvénients en pente, mais sachez que ça vient majorer tous les budgets travaux. Si tu veux échanger autour des champis détruites, de l'autonomie, bref, si tu veux causer avec moi, j'ai ouvert un forum sur mon site. Je te mets le lien dans la description et je te dis à bientôt.